Ils ont évolué il y a 5 ans, commencé à évoluer des systèmes de traitement d'eau potable et des systèmes de traitement d'eau usée. Ils ont sélectionné une vingtaine de traitements d'eau potable sur 10 cours d'eau. Tout ont un traitement conventionnel, comme j'ai mentionné, et puis ils ont entre 2000 et 1,5 million de personnes qui font utiliser cette eau-là, et 1,5, je crois que c'est clair de quelle ville on parle. Quand on parle de stations d'eau usée sélectionnées, ils sont tous situés en amont d'une production d'eau potable. Dans le schéma que j'ai montré, le traitement d'eau potable était en amont du rejet de l'eau usée, mais on trouve l'inverse, ce qui fait que les rejets qui contiennent des micropolluants vont être utilisés comme source d'eau pour en produire l'eau potable. Puis, vous voulez voir s'il y a un lien entre les deux, la performance de ces traitements d'eau potable. Différents systèmes de traitement et de nouveau une variété de taille de traitement. Ça, c'est les endroits où ils ont été faits, donc Québec ici, Montréal là, puis on voit toujours le couple traitement d'eau usée et traitement d'eau potable en aval du traitement d'eau usée. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres qui ont ressorti de cette étude, puis on va regarder, on va faire le sommaire sur ce qu'ils ont trouvé sur les hormones. Je parle ici de la fréquence de détection. Donc, ils ont pris des échantillons, beaucoup d'échantillons, puis ce qu'on compte ici, le nombre de fois qu'on trouve, qu'on peut détecter avec nos mesures très sophistiquées, la présence des micropolluants. En entrée des stations d'épuration, on trouve plus que la moitié des affluents contiennent des hormones. À la sortie, on n'a pas fait beaucoup. On n'a pas éliminé beaucoup. On les trouve, on a éliminé en concentration, on voit que ça diminue, mais ils sont toujours détectables. À l'entrée, donc la source d'eau qu'on prend de notre rivière, elle contient jusqu'à 30% des échantillons qu'on a pris, on trouve des micropolluants. Et à la sortie, heureusement, il y a seulement ici et là qu'on a trouvé des micropolluants encore. Dans des concentrations qu'on peut mesurer, ce n'est pas grave parce qu'ils sont pas mal en dessous des seuils de toxicité. Pour les produits pharmaceutiques, on voit immédiatement que les chiffres vont plus haut. Les médicaments sont là en plus haute concentration, avec les systèmes de détection, on peut quand même mesurer beaucoup. En entrée de station, on peut trouver pour certains produits que 40% des échantillons contiennent des médicaments, de ce médicament, tandis que pour d'autres médicaments, on le trouve dans chacun des stations. On traite, on voit que les concentrations diminuent, mais on les trouve encore. Dans l'eau brute, dans certains cas, on trouve certains médicaments, on les trouve dans presque tous les échantillons, tandis qu'en sortie, dans la production d'eau potable, il y a des médicaments qu'on ne trouve plus, mais pour d'autres, on en trouve quand même pas mal, où ça se trouve encore dans les robinets. Mais comme j'ai dit, une pilule, 70 ans, de 2 litres à 2 litres par jour. Mais, est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose de mieux? Il y a des produits chimiques dans notre environnement. Et est-ce qu'on peut faire plus? Je vais passer trois approches. D'abord, installer un traitement plus performant qui va coûter cher, mais ça peut faire la job. Je vais regarder contrôle de la source, c'est le prévenir. Le traitement plus performant, c'est le guérir dans le titre. Vous savez ce qui s'en vient. Et la substitution, c'est remplacer la molécule par une autre molécule qui n'a pas ces dangers. Traitement plus performant. L'ozonation, c'est donc une attaque agressive avec des produits oxydants, l'ozone, les molécules, donc les micropolluants. Ça coûte cher parce qu'il faut d'abord avoir de l'oxygène liquide. C'est un réservoir d'oxygène liquide qui se trouve. Il faut la transformer en ozone qui coûte beaucoup d'énergie pour transformer l'oxygène 2 en oxygène 3, la molécule qui va attaquer les micropolluants. Puis il faut installer un système où on va mélanger l'eau à traiter avec ce gaz, avec des diffuseurs de gaz qu'on va mettre dans ces réacteurs. Puis la dégradation va se faire, il y a l'oxydation de la molécule peut briser, mais il y a quand même pas mal de sous-produits qui vont se former. Mais si le traitement est suffisamment long, on peut détruire même ces sous-produits. Donc il y a l'opération importante à faire. Puis ça, c'est l'effluent du clarificateur du système en amont. Puis on va encore mettre un filtre à sable pour éliminer toutes les particules qui peuvent être produites pendant la réaction. La performance d'élimination, pour une liste de produits nouveaux, on voit le diclofénac encore une fois en haut ici, mais ce n'est pas trop important. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut éliminer 90-95% de la molécule
avec l'ozonation. Mais pour certains produits, comme l'atrazine, il faut vraiment ajouter beaucoup plus. Ici, c'est la quantité d'ozone qu'il faut ajouter. Donc, il faut doubler pour avoir une élimination de 60%. L'atrazine, c'est un pesticide qui est banni dans beaucoup de pays. Mais il se trouve quand même encore beaucoup dans nos rejets. Deuxième approche, c'est le charbon activé. Le charbon, c'est comme du charbon, sauf que c'est fait d'une manière spéciale qui permet de faire un réacteur, une colonne de charbon activé, quelques mètres d'auteur, qui est plein de charbon activé. C'est tous des particules de quelques millimètres de largeur qui sont très poreux et qui permettent que l'eau entre dans les pores avec les micropolluants. Et le charbon activé est très bon à absorber les molécules. Ce qui se fait ici, à l'échelle de nanomètres, donc très petite échelle. Donc on voit les molécules qui vont attacher. Sauf que, bien sûr, après un certain temps, tous les endroits où on peut avoir des molécules sont pleins. Et à ce moment-là, il faut remplacer le charbon activé. Il faut le refaire et c'est là que le coût arrive. Ce qu'on trouve donc dans les productions d'eau potable, en Belgique, j'en ai vu, parce qu'il y avait trop d'atrazine, et ça, c'était la façon de l'éliminer de notre eau potable. Donc, des réacteurs pleins de ce charbon activé, puis c'est des sacs et des sacs de charbon activé qu'on doit acheter, qu'on doit mettre dedans. Mais ça fonctionne. J'ai parlé de traitement. Je n'ai pas parlé de tout ce qu'on peut faire. On peut faire l'osmose inverse, puis faire la distillation de l'eau pour avoir de l'eau pure, puis on va ajouter les minéraux. On peut faire plein de choses, mais ça va coûter. Je peux regarder le contrôle de la source maintenant. Donc en amont, est-ce qu'on ne peut pas faire qu'il y a moins de produits qui entrent dans notre système? L'agriculture, les pesticides qui vont arriver de terre dans les rivières, on peut arrêter ce flux de pesticides et d'autres produits chimiques, les fertilisants aussi, en installant des zones de tampons qui vont permettre que les particules, le sable, l'argile qui est apporté par l'eau, va avoir le temps d'être filtré par les herbes qui sont là ou qui peuvent sédimenter. Dans cette zone-là, on va donc avoir une accumulation de particules avec les micropolluants, mais ça ne va plus arriver dans nos rivières. C'est clair qu'on a une zone qui va être polluée, mais il y a quand même la dégradation, la volatilisation, la photolyse qui va se faire. Et si on a un problème vraiment de toxicité, on peut sortir cette zone concentrée et le traiter d'une bonne façon. Ce n'est pas dilué dans la rivière. Je vais vous parler quand même un peu de nos travaux même. Il y a 2 collègues dans la salle qui ont travaillé avec moi dans ce projet, au bassin d'orage de Chauveau, un petit quartier dans le développement dans le côté nord-ouest de Québec, 15 hectares, 900 personnes qui habitent ici, et leur eau de ruissellement, la pluie qui tombe sur ce quartier, va être amenée vers le bassin d'orage. Quand il y a une pluie énorme, on ne veut pas avoir les inondations. C'est pour ça que ces bassins d'orage ont été installés. Donc ça nous protège contre des pluies qui peuvent revenir seulement une fois à 100 ans. Donc c'est vraiment des pluies intenses. On a un volume de 3300 mètres cubes d'eau qu'on peut stocker. Et l'auteur maximale de l'eau dans ce bassin peut être 1,6 mètres. Mais c'est donc une capacité qui nous permet de ne pas avoir des inondations avec une pluie qui arrive seulement une fois par 100 ans. Ce que nous on a fait, c'est évaluer la qualité de l'eau de ruissellement. Ça c'est une bonne pluie qui arrive dans le bassin. Et ça, c'est la sortie, comme elle fonctionne maintenant. Donc, ça permet de stocker l'eau, mais il y a quand même la sortie qui va toujours couler. Et vous voyez la turbidité. Donc, les particules sont là, avec leurs micropolluants qui sont attachés. Ça peut venir de la route avec des produits qui viennent d'un pneu, de l'essence, etc., des huiles. Conditions très bonnes. Le soleil après la pluie. Ce que nous, on a fait, c'est fermer la sortie avec une technique académique. Ce n'est pas encore complètement automatisé. C'était seulement une fermeture qu'on pourrait changer nous-mêmes, qu'on pourrait ouvrir après un certain temps. Donc ce qu'on a fait, c'est laisser l'eau là pendant plus longtemps, 1 jour, 2 jours. Typiquement, il ne pleut pas tellement rapidement. Si la prochaine pluie s'en vient, on va ouvrir immédiatement la vanne ici pour qu'on ait de nouveau la capacité de stocker l'eau. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on a une eau claire. Les sédiments
même les plus fines particules vont décanter avec leur pollution. Puis on ouvre la boîte, on laisse l'eau aller vers la rivière, les sédiments restent dans le bassin d'orage, et c'est clair de nouveau qu'on a une accumulation de sédiments avec la pollution, mais on a un traitement biologique, biodégradation, photolyse qui se fait. Et de temps en temps, chaque 10 ans, on va nettoyer les sédiments et on va les traiter. C'est mieux de les avoir là concentrés que de les avoir dilués dans nos rivières avec leurs effets sur l'écosystème. Les résultats, beaucoup de variabilité, c'est clair, mais en noir, on voit les concentrations des particules dans la sortie quand on laisse la sortie ouverte, donc la turbidité que vous avez vue, donc des concentrations élevées, et donc des concentrations de micropolluants qui viennent avec aussi élevées. Puis on voit en rouge ce qu'on a obtenu quand on fermait la sortie pendant 1 ou 2 jours, puis on laissait l'eau couler. On voit que les concentrations de particules sont beaucoup plus basses. Et donc les micropolluants attachés aussi. Dernière, je sais que les gens vont être un peu bousculés parce qu'on a des toilettes spécifiques, spéciales, qui sont en train de se produire dans des pays qui sont un peu en avance de nous. Ce qu'on fait, c'est séparer les excréments avec de l'urine. Il faut savoir que dans l'urine, la plupart des médicaments se trouvent là en jaune, c'est clair la couleur, pourquoi elle est choisie. Le bleu, c'est le pourcentage de ce même médicament qui se trouve dans les excréments. Une séparation, c'est peut-être pas évident. Les hommes, il faut s'asseoir. Mais il y a d'autres moyens. Donc on fait déjà la séparation, sauf qu'on mélange. Et puis on envoie vers la station d'épuration. Tout dilué, les médicaments qui sont en haute concentration dans notre urine, les produits, les sous-produits, les hormones, on peut les traiter dans une concentration élevée. Et ce qu'on fait, c'est installer des bassins de stockage dans un appartement, dans un petit village, et de temps en temps, il y a un camion qui vient pour sortir cette urine-là, et on va la traiter spécifiquement avec des membranes, avec des systèmes assez sophistiqués, mais on est capable de traiter ça d'une manière beaucoup plus efficace. Quelque chose pour le futur peut-être, que je ne voulais pas que vous le manquiez ça. Contrôle à la source, c'est fini. On va parler un peu de substitution. C'est la dernière chose que je vais vous en parler. Vous connaissez tous le trou dans la couche d'ozone. Dû au fait qu'on a utilisé des CFC, ça c'est le nom chimique, qui ont été montrés du doigt. On l'a trouvé dans les frigos, dans les... c'est quoi de nouveau le mot qu'on a utilisé? Les aérosols. Puis on a le protocole de Montréal. Montréal, c'est quand même important. En 1987, on a décidé qu'il faut bannir ces produits-là. On avait décidé, on avait vu que c'était la cause, on a décidé qu'il faut les bannir. Donc on sait maintenant que la couche sera rétablie, ça se ferme, mais ça va prendre encore jusqu'à 2050 avant qu'on va avoir le niveau de 1980. Mais c'est un système de substitution parce qu'on a remplacé avec d'autres gaz, avec l'ammoniac, d'autres gaz dans les aérosols. La substitution, c'est clair que ce n'est pas toujours possible. Si on peut le faire, il faut le faire. Ça peut être assez cher. Est-ce que l'utilisateur va être prêt à payer plus pour ne pas avoir l'effet négatif sur l'environnement, ou même plus avoir accès à ce produit-là ou les services qui viennent avec? Je vais vous donner un exemple, c'est le cadmium. C'est utilisé dans les batteries nickel-cadmium qu'on connaît tous. Ce n'est pas évident de remplacer ça. Je sais qu'il y a d'autres batteries, mais pour certaines applications, il faut des batteries nickel-cadmium. Mais on a pu substituer partiellement parce que le cadmium était très utilisé comme pigment jaune. On l'a banni complètement dans cette utilisation et on le voit aussi qu'il est remplacé par d'autres molécules comme stabilisateur de PVC. PVC, le plastique qu'on utilise beaucoup. Donc une substitution partielle, ça permet aussi déjà d'augmenter la qualité de l'environnement et donc les effets négatifs éventuellement sur nous. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai réfléchi sur le fait qu'il y a beaucoup de méthodes d'analyse, qui sont prêtes, qu'on avance encore, mais qu'on peut déjà mesurer beaucoup. On a une bonne indication du cocktail de micropolluants qui est autour de nous. Je crois que la législation, les lois sont en place, ils sont en train de se développer, de s'implanter, mais je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour que ça s'implante, que ça fonctionne, pour voir si ça fonctionne bien, pour éventuellement changer. Le traitement conventionnel qu'on a est assez efficace. On a des concentrations qui
reviennent au robinet qui sont d'une bonne qualité,